There is nothing so wonderful in the world as telling stories. Tous les matins, on essaye de traverser le miroir et de regarder le monde différemment. It is true, I am a woman. Une fois que ce saut est fait, tout devient possible. Bonjour, je suis Charlotte Casiraghi. Bienvenue dans le podcast des rendez-vous littéraires Rue Cambon. Partons à la rencontre d'écrivaines qui viennent d'accomplir leurs premiers pas. Lucille Génin, vous êtes la jeune autrice d'un premier roman remarqué, De Nouveaux Endroits, publié aux éditions du Sous-Sol en mai 2023 et récemment paru en poche aux éditions Point. C'est un roman d'apprentissage, un véritable coming of age, comme on dit en anglais, pour désigner les films qui racontent le passage à l'âge adulte du personnage principal. J'utilise la métaphore cinématographique parce que ce roman, avec ses dialogues extrêmement vivants, ses paysages et ses aléas climatiques, a tout du film. D'ailleurs, son héroïne, Mathilde, qu'on suit de ses 17 à ses 18 ans, est une passionnée de cinéma et je vous soupçonne de partager cette passion. On va y revenir, Lucille. Votre roman est un voyage géographique, émotionnel, qui nous emmène de la Bretagne en Colombie-Britannique, au Canada. Il est question d'identité, de relations mère-fille, de blessures, d'abandon, mais aussi de renaissance et de réparation. C'est un roman dans lequel les personnages féminins ont tous une certaine flamboyance, tout en représentant une grande diversité d'expériences, et cela a réjoui la lectrice que je suis. Merci beaucoup d'être au micro des rencontres, Lucille. Merci beaucoup de m'y recevoir. On va d'abord aborder votre vocation d'écrivaine. Comment s'est faite votre rencontre avec l'écriture ? Alors, c'est une très bonne question. J'aimerais avoir un souvenir précis, mais malheureusement, je pense que je tombe dans la catégorie de ces gens qui disent aussi loin que remontent mes souvenirs. Mais c'est vrai que je me revois très très jeune écrire sur des feuilles à carreaux, des bouts d'histoire. Ça a toujours été très très présent. Donc j'ai pas de moment où je me dis je peux écrire. Et je pense que c'est une chance d'avoir été élevée dans un contexte où c'était une possibilité, où je me suis pas posé cette question de l'accès à l'écriture. Parce que les livres étaient présents, la littérature était là dans votre enfance ? Tout à fait, et également l'oralité et les histoires. Mes parents me racontaient des histoires en permanence et j'en écoutais avant même de pouvoir lire. J'avais des livres audio et la légende raconte que je récitais par cœur les livres audio. J'avais, je me rappelle, Le Petit Nicolas, Fantastique Maître Renard de Roald Dahl, Sacrée Sorcière, et voilà, et je les connaissais par cœur et je les racontais. Et ma mère raconte que voilà, j'ai tenu une randonnée comme ça en récitant une histoire et on me faisait marcher parce qu'en fait je parlais et je racontais l'histoire. C'est marrant de vous entendre parler de l'immersion de la littérature sous une forme orale, vocale dans votre enfance, parce que votre écriture est très orale. Comme je disais en introduction, il y a vraiment énormément de dialogues et les personnages parlent beaucoup entre eux, plus qu'ils ne sont parlés par un narrateur omniscient. En effet, je pense que le dialogue est une forme d'écriture qui m'est aisée parce que j'écoute beaucoup et j'enregistre. Et comme vous dites, il y a différents types d'écriture. Alors après, ça peut être aussi parfois une facilité dans laquelle on tombe. Et quand on continue après à écrire, après un premier roman, on se dit, est-ce que vraiment j'ai envie de continuer avec cette facilité que j'ai ou envie de me confronter à d'autres types d'écriture. Mais en tout cas, dans ce premier roman, c'est sûr que ça m'est venu très, très facilement et très naturellement, ces dialogues. Et je pense que j'écoute beaucoup les gens. Vous avez des autrices ou auteurs, des lectures qui ont marqué votre adolescence ou votre enfance et qui vous inspirent aujourd'hui ? Alors, oui, je pense. La question de l'inspiration, elle est intéressante. En fait, j'y reviens beaucoup en ce moment parce que j'ai grandi un petit peu sans me demander ce que j'aimais. Je lisais à peu près tout. Alors, j'ai eu une phase où je lisais beaucoup de fantastique. Ensuite, j'ai lu beaucoup de la littérature dite pour ados, de la littérature de filles. J'ai fait un petit peu tous les poncifs.
Et puis après, j'ai lu ce qu'on me donnait à lire à l'école. Et mon statut de lectrice et de ce qui m'inspire, c'est une question que je me suis posée rétrospectivement, en fait. Et j'ai des moments de lecture très forts qui m'ont marquée. Et probablement que ça se retrouve dans mon écriture, mais c'est aujourd'hui un travail que je fais pour me demander quelle écrivaine je suis, de me demander quelle lectrice j'ai envie d'être. C'est pas parce qu'on lit du roman facile, d'ado, entre guillemets, de filles, que c'est de la mauvaise littérature. Déjà, je pense que ça, c'est une idée reçue. Et c'est pas parce qu'on lit ce genre de roman qu'on peut pas aller vers de la littérature plus savante. Mais il y a un moment où, justement, je devais lire, je sais pas, 4 filles, un jean, ce genre de choses. Et ma mère me dit, tiens, je me rappelle très bien, Orgueil et préjugés, Jane Eyre et Les Hauts du Hurlement. Et ça a été un petit peu la sainte trilogie qui commence à me faire rentrer dans une autre forme de littérature et peut-être aussi une littérature anglophone, enfin voilà. Ensuite, au lycée, j'ai lu Ada ou l'ardeur de Vladimir Nabokov, qui est un roman avec une telle épaisseur et un imaginaire absolument fou qui me rappelait en fait justement beaucoup de livres de fantasy, par exemple la trilogie de Philippe Pullman que j'avais adoré plus jeune et qui est aussi une forme de roman d'apprentissage, je pense, et un roman qui se défait d'énormément de règles en ayant une multitude de codes qui lui appartiennent, tant et si bien que voilà, ça fait partie un peu de ces romans qui apparemment il faut lire et relire et re-relire pour comprendre. Ça a été un peu un bouleversement de cette épaisseur, cette texture de littérature qu'il y avait à l'intérieur de ce livre. Et un roman qui, je pense, je rejoins plus peut-être de nouveaux endroits, Un barrage contre le Pacifique de Marguerite Duras. Bien sûr. Mais quand je vous entends dire que vous étiez en train de lire un peu de la chick lit, et je vous rejoins parfaitement sur l'espèce de mépris qu'on peut opposer à cette littérature, qui est un mépris de classe et aussi un mépris sexiste, parce que c'est la littérature, c'est des histoires qui ont inspiré énormément de jeunes adultes dans le monde. Et je trouve que votre littérature, elle est exactement à l'intersection de cette littérature-là et de Jane Eyre et des Sœurs Brontë. Enfin, je trouve que votre personnage, Mathilde, elle a à la fois toute l'héroïne contemporaine en jean, hyper ancrée dans son époque, et en même temps ce côté très passionné et avec des problématiques universelles qu'on retrouvait déjà chez les Sœurs Brontë. Donc vous m'avez l'air d'être bien à l'intersection de ces chemins et ça vous convient très très bien. Je voudrais qu'on tisse un lien entre les études que vous avez faites donc en affaires internationales. Et d'ailleurs, il y a aussi un lien à faire avec l'écoute, ce sens que vous aimez utiliser, parce que vous avez aussi créé un podcast sur les questions environnementales. Est-ce que toutes ces activités annexes à l'écriture ont une influence sur la façon dont vous écrivez ou sur les contenus qu'on va trouver dans vos livres ? Tout à fait. Les questions environnementales, je pense que c'est quelque chose qui me traverse et me travaille énormément et évolue avec moi, je pense, toute ma génération. Donc ça, je pense que je suis en fait l'écho générationnel qui traverse beaucoup de gens. Et donc à un moment, parce que justement j'étais passionnée par la parole qu'on donne aux gens de mon âge, je me disais comment est-ce que nous, en fait, on vit avec ces questions. Donc c'est un petit peu ce qui a nourri ce projet de podcast. Et je pense que ça nourrit également mon écriture, mais j'ai pas envie d'en faire une question directe. Je pense que c'est toujours en transversal. Ouais. Parce qu'en fait, c'est une espèce de douleur et de peur, d'angoisse et en même temps d'espoir de faire changer le monde qui, en tout cas, à l'âge auquel j'ai écrit ce roman, me paraissait comme une évidence, mais que je pouvais pas aborder directement. C'était forcément aussi par la littérature, par le roman, par d'autres voies. Et le fait de construire et d'animer un podcast, parce qu'en fait, c'est un podcast qui a une durée dans le temps, donc il est aujourd'hui fini, mais en fait, le moment de l'enregistrement de la création a coïncidé avec la fin de l'écriture de nouveaux endroits. Et en fait, il y avait la pluralité de la création se nourrissait. En fait, le podcast nourrissait le livre nourrissait le podcast, et le fait d'être dans une forme d'écriture très différente, mais en parallèle, c'était un moment de vibration, de création très, très intense. Et je pense qu'il y a eu une influence. Bon, alors après, il y avait des circonstances de temps, c'était le Covid, le confinement, voilà. Donc, tout ça pour dire qu'on peut pas toujours mener plein de projets de front, mais parfois, quand on a la chance de pouvoir co-créer,
c'est formidable. Oui, ça se nourrit l'un l'autre et je reconnais aussi dans ce que vous me décrivez cette espèce d'aller-retour aussi entre l'écriture et l'écoute qui me semble bien vous aller dans votre processus créatif. Alors vous avez 28 ans aujourd'hui, donc vous aviez peut-être 23, 24 ans au moment où vous avez écrit le livre. Mathilde, elle, a fait ses 17 ans à la toute première page du livre. Pourquoi avoir choisi le point de vue d'une jeune femme un peu plus jeune que vous ? Est-ce que c'était justement pour refléter ce sentiment de représentation de l'époque que vous venez de décrire ? Alors, pour répondre à cette question, il faut vraiment remonter à la genèse du livre. Et en fait, Mathilde, c'est un personnage qui est apparu dans mon esprit, j'avais 13 ans. Elle était plus âgée que vous à l'origine, alors, elle avait mon âge et ensuite, je l'ai vieillie parce que ça ne faisait plus sens dans ce que je voulais raconter qu'elle ait 13-14 ans. Mais c'est un personnage que j'ai ébauché très très tôt, puis que j'ai abandonné, mais qui en fait me suivait un peu comme ça. Et je crois qu'en fait, et c'est ce que vous avez très très bien dit dans votre introduction, il y avait cette volonté de raconter un coming of age, un roman d'apprentissage, parce que c'est ce que je lisais. Il y avait ce croisement entre la littérature savante et en même temps le poncif de la jeune fille qui traverse des épreuves, etc., qui tombe amoureuse, qui connaît des déceptions, que je lisais partout, mais qui ne me paraissait pas, en fait, en grandissant, en mûrissant, refléter une réalité, également mes convictions, les combats, que ce soit sur les questions environnementales, le monde dans lequel on vit, comment on se forme dans ce monde-là, mais également les questions de genre, le féminisme, l'apprentissage d'une forme de dureté de ce que c'est que d'être une jeune fille et puis une jeune femme. En fait, je pense que c'est ça que j'avais envie de créer, donc c'est pour ça que elle est venue en ces termes, quand moi j'ai eu aussi une forme de recul sur cette situation-là, mais en fait elle m'a tout le temps accompagnée. Mais quand vous dites qu'elle était là, qu'est-ce qui était là ? C'était sa silhouette, son caractère, sa personnalité ? Son image a toujours été très très nette dans mon esprit, son apparence, son prénom qui est venu tout de suite, qui n'a jamais changé. Et en effet, je pense que sa personnalité a évolué au fur et à mesure des années, est très composite parce qu'elle est inspirée de plein de choses, bien sûr, une forme d'expérience propre, mais aussi toutes les filles que je côtoyais, toutes les femmes que je côtoie encore. Donc c'est quelqu'un qui a vraiment cheminé, mais que du coup j'ai également dû abandonner pour poursuivre mon chemin dans la littérature. Donc j'ai une relation très très particulière avec elle parce qu'elle a été un peu cette espèce d'amie, de sœur, puis de muse. C'est presque cet enfant dont je me détache. Très belle description du lien entre une romancière et son personnage. Alors ça s'est passé comment concrètement pour trouver une maison d'édition, pour que ce roman passe du stade où il prend forme dans votre esprit à celui où il se retrouve là imprimé sur du papier ? Il y a eu plusieurs choses. Déjà, moi ce livre, et ce qui fait sens avec tout ce que j'ai raconté jusqu'ici, dans mon esprit pendant très longtemps c'était un roman jeunesse. C'était vraiment ça ma vision. Et il se trouve qu'en parallèle, donc à la fin de mes études, je faisais des ateliers d'écriture. J'ai étudié à Sciences Po, qui est une école avec un socle, un réseau, etc. Et je me suis retrouvée dans l'atelier d'écriture de Patrick Chamoiseau, avec qui j'ai tissé un lien. C'était un atelier d'écriture absolument formidable, en même temps très, très, très complexé, où lui nous expliquait son rapport à la littérature, et en même temps nous forçait pas forcément à lire ou à écrire. Enfin, écrire si, mais voilà, c'était un espace qui a aussi nourri beaucoup mon texte, parce qu'à chaque fois, j'en ressortais inspirée, en ayant l'impression de toucher quelque chose. Je dois beaucoup à cet atelier d'écriture, je pense. Et il se trouve que un jour, il a posé la question en disant, est-ce qu'il y a des gens ici qui veulent être écrivain? Bon, personne ne répond. Et moi, à la fin du cours, je me suis dit, bon, Lucille, parfois, pour que les choses arrivent, il faut les provoquer. Donc, j'ai été le voir et je lui ai dit, bah voilà, moi, je veux écrire. Enfin, j'écris d'ailleurs. J'ai ce roman, et il n'est pas tout à fait terminé, mais il est en bonne voie. Il m'a dit, envoie-moi 30 pages, quoi. Et donc, je lui ai envoyé les 30 premières pages. Et là, il m'a dit, c'est de la littérature, tu es une écrivaine. Quelque chose comme ça. Et ça, c'est une première forme de reconnaissance qui est incroyable. C'est un parrainage prestigieux. C'était absolument bouleversant. Et il m'a dit, voilà, si tu veux écrire à mon éditeur, il pourra te faire un retour. Et en fait, j'ai pas écrit à son éditeur tout de suite parce que j'avais
pas envie que ce soit trop facile pour moi. Voilà. Mais en même temps, il faut reconnaître que quand il y a une forme d'accès, de privilège, de classe, d'éducation qui vient avec ce genre de rencontres. Et d'abord, j'ai envoyé mon livre à des maisons d'édition jeunesse. Et j'ai eu des retours, mais ça n'a jamais été jusqu'à la publication. Parce que justement, je pense qu'en fait, on se situe à un endroit un peu ailleurs. Enfin, c'est pas exactement... Quelque part entre les deux. C'est un peu ce que je ressentais tout à l'heure quand vous me parliez de cette chick-lit que vous lisiez plus jeune. C'est ça. Je comprends que les maisons d'édition aient senti que c'était pas forcément l'endroit où ça devait sortir. Tout à fait. Et donc, j'ai contacté René de Secati, qui est l'éditeur de Patrie Chamoiseau. Et peut-être le lendemain ou 2 jours plus tard, j'ai lu, c'est formidable, je présente au comité de lecture du Seuil. Et c'est comme ça que j'ai rencontré René de Secati, qui est donc l'éditeur de ce roman. Et donc voilà, il y a eu quelque chose d'un peu magique et en même temps, je pense quelque chose qui pour moi, il a fallu que j'accepte qu'en fait j'étais une écrivaine et que je le méritais et qu'en fait, bien sûr que j'ai eu une forme de courte échelle, mais que personne ne fait de cadeau, personne ne vous publie parce que vous êtes l'ami d'eux, etc. Il me semblait vous excuser d'avoir ce parcours-là, alors qu'il fallait avoir le courage d'aller voir Patrick Chamoiseau à la fin de l'atelier et dire « moi, je suis écrivaine, c'est le plus dur à faire » et vous l'avez fait. Mais vous voyez, en fait, comme quoi on en revient toujours là, il y a quelque chose de la légitimité qui, je pense, encore une fois, dans nos parcours de femmes et de... Voilà, il y a quelque chose aussi de... Voilà, de la conscience de ces privilèges qui est toujours un peu compliqué, mais en même temps, c'est mon parcours et c'est comme ça que ça s'est fait. Et René Secati, c'est quelqu'un qui m'a fait énormément confiance et qui a cru dans ce livre alors que je ne sais pas si moi j'y croyais moi-même en fait à ce moment-là. Vous avez ressenti quoi en le tenant entre les mains pour la première fois ? Pas grand-chose. Parce que, en fait, vous savez, ça fait partie de ces moments où on se dit, oh là là, ça va être fantastique, il faut que ce soit une effervescence, de sentiments, un feu d'artifice, etc. Et en fait, en tout cas, voilà, sur le moment, je me suis dit, ok, ça y est, quoi. Mais rien de plus. En tout cas, le livre, là, il est posé devant vous. Est-ce que vous êtes d'accord pour nous lire les 2 toutes premières pages de ce premier roman ? Bien sûr. Alors, le premier chapitre s'intitule « On est sérieuse quand on a 17 ans ». Entre parenthèses, « Nuit claire ». J'avais écrit une liste, le jour de mes 14 ans, de ce que je devais avoir fait avant mon 17e anniversaire. La liste incluait embrasser un garçon, partir très loin, faire une connerie, avoir mes règles, expliquer à mon père que je déteste Cathy, boire de l'alcool, empêcher ma mère de retourner en cure de désintoxication. Pendant que je frottais le sang sur le fond de ma culotte dans les toilettes blafardes, je me suis fait la réflexion que j'avais vraiment coché la seule case dont je me serais bien passée, à tout bien réfléchir. Cathy a poussé la porte battante, accompagnée du sempiternel claquement sec de ses talons. « Tu veux un tampon ? Un space-fond ?» Je l'ai toisé avec dédain. « Ça ira, merci. » « C'est ridicule, tu vas pas rester comme ça. » J'ai retrouvé une vieille serviette dans le fond de mon sac, j'ai menti. Elle savait bien que je refusais parce que c'était elle, que je bottais en touche par fierté, et que je lui reprochais juste d'avoir été là quand ma mère ne l'était pas pour m'expliquer comment gérer mes menstruations. « Je suis désolée, » elle a marmonné dans mon dos. Je savais qu'elle ne parlait pas de mes règles. « T'y peux rien ?» Il était 23h et j'entendais le brouhaha sauvage des urgences étouffées en arrière-plan. « Je suis vraiment désolée, » elle a répété. Ça faisait 6 heures qu'on était là, à slalomer entre les infirmières blêmes et les médecins pressés, à courir les infos et les couloirs. On s'est regardé en chien de faïence. Je savais qu'elle ne pouvait pas s'empêcher de penser qu'elle m'avait prévenue. Elle avait dit « Ça peut recommencer ». Et j'avais dit, plus pour me convaincre moi que pour la convaincre elle, j'avais dit « Ça recommencera pas ». Mais au moins j'avais pas pleuré cette fois. Je crois que j'avais tout donné déjà. J'étais lessivée, au-delà du chagrin, sur une route parallèle. Loin. Ça ne me faisait plus rien d'ouvrir une porte et de découvrir au bout de l'appartement miteux ma mère inconsciente, le visage écrasé dans le vomi qui venait de lui sauver une énième fois la vie. Composer le numéro du SAMU. Appeler mon père pour qu'il fasse demi-tour et revienne me chercher. Alerter Cathy. Suivre l'ambulance jusqu'à l'hôpital.
attendre. Je connaissais la danse. J'avais déjà vécu ce moment. Beaucoup trop de fois depuis que j'avais arrêté d'essayer de cacher à tout le monde l'histoire d'amour passionnel entre ma mère et sa bouteille de Chinon. Merci pour la lecture, Lucille. Alors maintenant, j'ai envie de vous voir écrire, de vous imaginer écrire. J'ai envie de savoir quels ont été vos rituels, vos mises en scène, votre matériel nécessaire pour l'écriture. Et en lisant les remerciements à la fin du livre, où un nombre très, très large d'endroits sont énumérés, je me suis dit que ce livre avait été lui-même écrit dans beaucoup de nouveaux endroits, pour reprendre son titre. Oui, tout à fait. Et en même temps, non. En fait, c'est à la fois des endroits qui ont été importants pour ma construction et ce qui m'a permis d'écrire ce roman et d'en faire ce qu'il est. Et puis aussi des endroits, oui, où je l'ai écrit, ou en tout cas, c'est intéressant parce que Vancouver, j'y suis allée, j'ai fait une année d'études à l'étranger. Mais en fait, jusqu'à très très tard dans le livre, l'histoire se passait pas du tout à Vancouver. En fait, elle se passait au Québec. Et donc, pour contextualiser, il y a des petits passages où la mère qui vient de Vancouver écrit son histoire dans des journaux. Et en fait, à l'époque, j'avais emprunté le joual, le parler québécois. Et en fait, au moment où le livre a été accepté, j'étais pétrie d'un doute, et notamment parce que j'avais été au Canada et que les questions d'appropriation culturelle là-bas, notamment sur la côte ouest, sont prégnantes vis-à-vis des Premières Nations, etc. Pardon, je vous interromps, mais quand vous dites que vous aviez emprunté le parler québécois, c'est-à-dire que dans votre livre, les personnages, en fait, utilisaient les expressions courantes, c'est ça Okay. En fait, notamment dans les journaux de la mer. Okay. Ou en tout cas, j'avais essayé de le recréer. J'ai demandé à mon éditeur de le faire relire par une Québécoise. Ou un Québécois, mais il s'est trouvé que c'était une Québécoise, une autrice. Et j'ai eu un retour très dur, mais je pense que je m'y attendais. C'était caricatural, c'était... Voilà, en fait, bien sûr, j'avais travaillé, hein, c'est pas quelque chose, j'avais pas improvisé comme ça, mais ça ne marchait pas, ça ne fonctionnait pas. Et en effet, ça pouvait être perçu comme offensant. C'est là aussi que je dis que mon éditeur m'a fait une grande confiance et m'a donné sa confiance, parce que ça ne l'a pas du tout alerté. Il m'a dit, bon, bah voilà, le retour, il est dur, mais en fait, ce livre, il existe au-delà de ces passages-là. Donc, qu'est-ce que tu veux faire ? Est-ce que tu réécris dans un français de métropole ? Et donc, j'ai réécrit en replaçant le roman à Vancouver, en ayant vraiment cette alerte. Et en fait, c'est une question qui me paraît vraiment prégnante dans l'écriture, de quel endroit on parle, quels endroits on peut emprunter, qu'est-ce qu'on peut en dire, quel parcours on emprunte en tant qu'écrivaine. Je pense que c'est des questions qui sont très, très importantes. Et Vancouver, c'est un endroit dans lequel j'ai vécu et dans lequel j'ai étudié. Et j'ai tenté quand même, en écrivant dans ce lieu-là, d'y mettre une distance. Et je pense que mon personnage Mathilde se situe à cette distance de cette culture, de cette question des Premières Nations, des gens qui occupent cette terre, qui a ensuite été colonisée. Donc ça, c'est des questions qui me paraissaient très importantes. Et donc, avec quels outils on écrit, avec quel langage on écrit. Vous aviez d'ailleurs un travail, si je ne me trompe pas, au moment de l'écriture, ou en tout cas, vous finissiez vos études ou Alors, je finissais mes études. J'étais en césure, donc je faisais des stages, donc je travaillais en étant encore étudiante. Et j'écrivais un peu vraiment comme on peut, quoi. Le week-end, le soir, dans les pauses. On ne vit pas de son écriture. En tout cas, c'est pas tout de suite et c'est compliqué. Et c'est encore une question qui est prégnante dans ma vie. Comment, en fait, on fait coexister ces deux métiers. J'ai pas le luxe d'avoir une forme d'espace safe d'écriture. C'est vraiment sur un ordi portable, sur un fichier connecté sur Internet et quand on peut, où on peut. Sur Google Doc, quoi. Sur Google Doc, ouais. Pour pouvoir le reprendre n'importe où, sur n'importe quel ordinateur, ordinateur, n'importe quel outil. Exactement. Mais souvent, la question qu'on se pose quand on veut écrire, c'est comment écrire, en fait. C'est, je pense, une question nécessaire. Est-ce que le cinéma a un rôle dans la façon dont votre livre est écrit ? Moi, je l'ai trouvé vraiment très visuel, très cinématographique, ce livre. Tout à fait. Je pense que le cinéma... ça a été une sorte de deuxième tuteur avec la littérature. J'ai toujours été
Enfin, le cinéma dans lequel Mathilde trouve refuge, c'est un endroit qui existe. Il est inspiré d'un endroit réel. Et j'ai eu la chance d'avoir accès au cinéma très jeune, d'y aller beaucoup. Je pense qu'en effet, j'ai une écriture qui est très visuelle et qui se positionne dans l'espace, qui sait exactement ce qu'elle veut cadrer, en fait. Et c'est comme ça que j'écris. J'écris d'abord, je pense, avec une image. Je visualise beaucoup. Et donc, le cinéma est partout et il y a quelque chose de très scénaristique dans la manière dont j'écris, où en fait il y a quelque chose qui se joue et qui est dit par le dialogue, par les actions, plus que par des descriptions et des paraphrases. L'histoire avance grâce aux échanges entre les personnages. C'est vraiment ça qui m'a marqué dans ces dialogues. Il y a aussi autre chose qui m'a marqué parce que c'est un sujet auquel moi je suis personnellement très sensible, c'est la question de l'archive. En fait, l'histoire bascule au moment où Mathilde décide, dans un geste un peu colérique d'ailleurs, d'ouvrir une vieille malle appartenant à sa mère et tombe sur ses journaux intimes, sur des lettres qui datent de l'adolescence, la jeunesse, disons, de sa mère. Est-ce que cette notion d'archive est importante pour vous en tant qu'écrivaine ? Tout à fait. Je pense que c'est important. Je ne sais pas si c'est l'archive ou si c'est la mémoire collective. Ce que j'ai voulu montrer dans ce livre, c'est au-delà de juste l'histoire de Mathilde qui a besoin de comprendre d'où elle vient et qui elle est. Je m'intéresse beaucoup à cette question de la mémoire transgénérationnelle, du traumatisme, de la violence de cycle. Et au-delà du transgénérationnel, c'est de l'ordre du systémique. Et donc je pense que l'accès à nos mémoires, par exemple dans nos expériences de femmes, c'est quelque chose qui est extrêmement important pour pouvoir avancer et pour pouvoir se reconstruire. Et donc je crois que je pars du singulier, mais ce qui m'intéresse, c'est cette généralité, c'est comment on se reconstruit, comment on avance et comment on fait avec nos parcours. C'est pas qu'une question de mémoire, c'est une question des automatismes qu'on a engendrés et en fait après ça devient notre histoire. Ce que fait Mathilde, c'est de comprendre ce qui appartient à sa mère et ce qui lui appartient à elle, mais il y a aussi les schémas qu'on reproduit. Et donc, d'en comprendre ce qui appartient à ces traumas collectifs, ces gestes systémiques qu'on a recréés de génération en génération, on peut aussi apprendre à s'en défaire et apprendre à avancer, mais pas seulement en tant qu'individu, mais en tant que collectif. Ça résonne beaucoup avec des choses qui m'ont marqué aussi dans votre livre, cette façon dont les liens générationnels aussi se croisent de femme à femme qui sont pas forcément du même sang, de la même famille. Mathilde, elle trouve finalement la grand-mère qu'elle a pas chez la maman de sa belle-mère. Elle se retrouve au Canada avec une grand-mère qu'elle ne connaît pas mais qui a quasiment adopté un garçon qui n'est pas de la même famille. Enfin, c'est aussi un peu ça que raconte votre livre, comment les liens finalement de lignées de femmes qui ne se font pas au sein des familles, en fait ils se font d'une autre façon. Oui, tout à fait. Je pense que c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, de comment en fait on a ce cadre de la famille qui est posé, qui en fait est un résidu d'une institution, et comment en fait on peut faire famille autrement et comment on peut recomposer ces liens et raisonner avec des gens qui sont en dehors de cet arc fermé. Et il y a cette question aussi de est-ce que les personnes avec qui on a des liens de sang, c'est forcément des personnes qui nous font du bien? Comment on s'accommode des gens qu'on aime mais qui soit ont du mal à nous le rendre ou le rendent mal. Nous aiment mal, ouais. Et en fait, qui est-ce qu'on trouve pour grandir, pour se former, vers quel modèle on peut se tourner, en fait. Et des modèles, il y en a plein. Mais en fait, comme on a cette injonction de devoir envers sa famille qui est très, très forte, on n'a parfois pas la possibilité d'aller chercher ces modèles-là. Et je pense que c'est quelque chose que j'avais à cœur de montrer dans le livre, c'est qu'il existe d'autres liens et qui sont tout aussi valides et qui, en fait, c'est une bienveillance qui est nécessaire et que si on peut pas la trouver au sein de sa famille, c'est pas grave. Elle se trouve ailleurs aussi. Mais la bienveillance que Mathilde trouve hors de sa famille de sang est aussi un marchepied. L'image est peut-être pas très heureuse, mais en tout cas un premier pas qui l'encourage aussi à retisser les liens avec sa propre famille. Enfin, je veux pas trop spoiler le livre, mais j'ai trouvé ça très, très élégamment tissé. Alors, moi, il y a quelque chose qui m'intrigue, ce sont les sous-titres qu'on trouve en ouverture de chaque chapitre. Là, par exemple, on l'a entendu dans le passage que vous venez de nous lire. Je ne sais plus si c'est un crépuscule qui ouvre le livre, mais il y a comme toujours une annotation un peu météorologique, un peu céleste. Pourquoi avoir choisi ces sous-titres-là ?
Le livre, je l'ai toujours réfléchi en 3 parties, avec des titres de chapitres qui étaient très évocateurs. C'est vraiment comme ça que j'ai réfléchi le livre. J'aimais beaucoup ce que le titre rapportait aussi au texte, comment chaque chapitre en fait pouvait former un tout. D'abord, l'idée est venue au moment de la 2e partie de signifier un petit peu ce temps de l'année scolaire quand on est au lycée qui s'écoule de manière très calendaire en fait, qui est calquée sur chaque mois parce que ça correspond à cette routine qu'on a quand on est jeune étudiant, écolier. Ce temps qui paraît à la fois très long et très fini quand on est assez jeune. Je me suis rendu compte que chaque chapitre correspond à un mois. Chaque partie avait sa propre couleur, sa propre version du temps. Et dans la première partie, pour moi, c'est vraiment une exploration de la tempête intérieure de Mathilde, d'où ses annotations météorologiques. Et elle vit ses émotions presque comme le temps qui passe, quoi. Plutôt comme le temps qu'il fait. D'ailleurs, c'est le nom de la partie. C'est un petit peu, voilà, la couleur... la météo intérieure. La météo intérieure de Mathilde. C'est son baromètre. Mais parce qu'aussi, quand on est adolescent, c'est vraiment ça qui se passe. En fait, on a des émotions qui débordent et qui on passe de l'orage au soleil, etc. Et c'est toujours très, très intense et on est déchiré, etc. C'est hyper important, en fait. C'est une phase de construction, je pense, qui est très, très forte et qu'on vit parfois de manière violente. Donc, c'est ça que je voulais refléter. Et dans la dernière partie, c'est plutôt justement réussir à vivre dans l'instant présent et de s'incarner justement dans ce temps. Par opposition à ce temps très scolaire qui se défile un petit peu de manière mathématique et sur lequel on n'a pas forcément de prise. Elle est apaisée à la fin. Enfin, je suis encore en train de spoiler le livre, mais ce voyage au Canada lui apporte beaucoup de réponses et le puzzle est reconstitué, donc ça va mieux. Quel est le retour de lecteur ou de lectrice qui vous a le plus surprise sur ce premier roman ? J'ai eu des retours d'hommes âgés. Et ça m'a surprise. Parce que c'était pas forcément la niche de lecteur ou de lectrice à laquelle j'aurais spontanément pensé. Et un retour, quand même, j'ai envie de citer, qui m'a énormément touchée. J'ai eu un jour un message sur Instagram d'une jeune lectrice qui m'a dit « Voilà, en fait, j'ai acheté ton livre parce que je m'appelle Lucille, comme toi. Et je l'ai adoré. J'arrivais pas trop à lire en ce moment. » Elle me dit qu'elle a 15 ans. Et elle me dit « J'ai tellement aimé que j'ai préféré le lire que de regarder, je crois que c'était, je sais plus, une série télé. Enfin bref. » Et je me suis dit, voilà, c'est ça que j'avais envie de faire avec ce livre. Moi, j'avais envie que ça touche des jeunes filles. Alors, je suis ravie que ça ait aussi plu à des personnes plus mûres, plus âgées, et notamment des hommes, parce que je pense qu'ils ont besoin de aussi comprendre nos vécus, c'est très important. Le livre est sorti en 2022, le Poche est sorti en 2023, et il marche encore, il tourne encore. C'est en fait malheureusement assez rare pour un roman, surtout pour un premier roman. Est-ce que vous avez eu l'occasion de tourner, d'aller dans les librairies, de rencontrer les libraires, votre audience ? Alors, au début, oui, au moment de sa sortie. Après, pas tant que ça. Je vis à Londres, donc pas très pratique. C'est pas forcément pratique. Et d'ailleurs, il y a un petit peu parfois une déconnexion entre ce qui se passe et la manière dont il est reçu et moi, ce que j'en ressens, parce que je suis physiquement loin des librairies francophones. Alors, il y en a une à Londres qui est géniale. Il faut y aller si vous allez à Londres. Citons-la. La librairie La Page à South Kensington. D'ailleurs, j'ai fait une rencontre là-bas. Voilà, je les remercie de tout leur soutien pour ce livre. Mais c'est un livre qui est resté francophone, ce dont je me réjouis. Mais de fait, il y a une forme de distance. Ce qui parfois est un peu déroutant pour moi et pour mon statut et la manière dont je me considère en tant qu'autrice. Ça rend difficile, par exemple, le fait d'envisager un deuxième roman ou d'écrire la suite, le fait d'être un peu exilée de l'autre côté de la Manche ? Alors, je pense que dans mon histoire personnelle, j'avais envie de partir et je suis très heureuse de cet exil. Un peu comme Mathilde, je me permets. Ouais. Il a toujours été évident que de toute façon, l'écriture, c'est un fil rouge et ça ne s'arrêtera pas. Et en fait, c'est ce que je veux faire. Pour revenir sur ce que je disais au début, je pense qu'il y a eu une phase d'introspection. Parce qu'aussi, ce personnage a tellement grandi et a toujours été présent, je me suis dit...
quelle romancière veux-tu être, qu'est-ce que tu écris, et donc aussi de me reposer des questions de quelle lectrice j'étais et de faire toute une curation de ce que j'avais envie de lire, de vraiment retracer mes pas et de comprendre et d'aussi m'assurer dans ma voix et dans ma voix d'écrivaine et de romancière et aussi dans ma légitimité à écrire. Il y a encore un peu ce doute qui est et que je pense qui est inhérent à ce genre de parcours. Il traîne souvent à ce micro, ce doute-là. On l'entend beaucoup chez nos invités. Ça ne m'étonne pas. Et il est nécessaire, je pense. Mais en même temps, il y a un moment, il faut aller chercher une assurance. Il faut dire, je veux écrire, je vais écrire. Et oui, il va y avoir un deuxième roman. Bravo pour cette détermination. Est-ce que vous diriez que ce livre, il a complètement changé votre perception que vous aviez de ce qu'est écrire ? Pas ce livre-là, parce qu'en fait, il a tellement été omniprésent et je l'ai tellement retravaillé sans y penser. Et en fait, je savais pas que j'allais le faire avant de l'avoir fini. Donc il y avait ce truc, de toute façon, il y a ce roman qui est en train de sortir de moi. Il y a une première version que j'ai réussi à finir. Je me suis dit, ok, donc là, c'est une première version, pas terrible, c'est pas grave, je vais le réécrire. Je pense que pendant tout le processus d'écriture de ce roman, comme c'était le premier, je me suis jamais projetée dans l'au-delà. Et en fait, c'est maintenant que je me pose la question de ce que c'est qu'être autrice et de quelle autrice j'ai envie d'être. On va terminer par un petit questionnaire, un peu façon questionnaire de Proust. Est-ce que vous êtes prête ? C'est parti. Quelle est la chose la plus surprenante que vous ayez apprise en étant écrivaine ? Qu'il faut faire confiance à son intuition. Qu'est-ce que les gens seraient surpris d'apprendre sur vous ? Je suis férue de pop culture et de culture d'Internet. Quelle est votre idée du bonheur parfait ? Je pense qu'il y a quelque chose d'aller chercher l'instant présent. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui souhaite exprimer sa créativité ? Que je pense que c'est super, que ça sauvera le monde, mais que c'est très dur. Donc il faut y aller un pied après l'autre, un jour après l'autre, et pas regarder l'objectif final. Pas à pas. En un mot, comment aimeriez-vous qu'on se souvienne de vous en tant qu'écrivaine ? Je pense que là, j'ai vraiment du mal à me poser la question de la mémoire. On sent que c'est compliqué. Je pense que là, c'est la question de la reconnaissance qui me travaille en ce moment. Davantage. Et alors, à quoi il ressemblera ce deuxième roman ? Ce sera définitivement un roman adulte. Ce sera plus sombre, plus troublant et multiface. Waouh, ça fait très envie. Merci infiniment, Lucille. Merci beaucoup, Lorraine. C'était un plaisir. Merci d'avoir écouté cet épisode des Rendez-vous littéraires Rue Cambon en podcast. Pour prolonger l'univers de l'autrice, vous trouverez des images et des références sur le site de Chanel. À bientôt!